Chérif la télévision, partenaire de grands événements, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition du camp d'intégration des scouts africains CISA s'est tenue ce jeudi 22 août au Centre international de conférence de Bamako, CICB. L'événement, qui était présidé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a drainé une foule immense venue d'une dizaine de pays à travers l'Afrique. Sadio Sidibé, Samba Traoré. C'est par l'intonation de l'hymne national que les travaux de la 5e édition du camp d'intégration des scouts africains regroupant 12 pays en Afrique ont débuté. Le thème choisi est « Scouts acteurs de paix ». Le scoutisme est un mouvement qui a pour vocation d'éduquer les jeunes à jouer leur rôle constructif dans la société. La 5e édition du CISA, chaque année, on donne le CISA à un pays. Cette année, c'est le Mali qui a eu l'honneur d'organiser la 5e édition. Ce camp doit regrouper beaucoup de pays qui doivent venir, à peu près 12 pays. Déjà 5 sont déjà sur place, les autres ils sont en route pour regagner le camp. C'est un grand rassemblement des scouts africains sur la culture. Parce que comme on dit, c'est camp d'intégration, c'est un camp culturel, multiculturel. Le thème de la 5e édition, c'est Scout acteur de paix. Le scoutisme même est basé sur la paix. Présent à cette 5e édition, le représentant du président du Haut Conseil islamique du Mali a adressé les messages de soutien de la fêtière aux différentes délégations. Il a saisi cette même occasion pour transmettre les salutations de son président. L'objectif de ma présence à cette cérémonie, c'est pour montrer l'attachement que le président du Haut Conseil islamique du Mali, à la personne de Chérif Ousmane Madane Haïdara, qu'il accorde à la question de la jeunesse. Le scoutisme vise à éduquer les jeunes, à les inculquer des valeurs et des notions de base qui les permettent d'être des citoyens, de bons citoyens, des citoyens intègres, des citoyens qui vont mettre vraiment l'intérêt du pays devant eux et qui vont travailler pour faire la promotion de la paix, pour promouvoir la paix et la solidarité dans la société. En procédant à l'ouverture des travaux de cette 5e édition, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports a mis l'accent sur l'importance du scoutisme dans la consolidation de la paix dans notre pays. Je suis là dans le cadre du lancement de la 5e édition du CISA, du camp d'intégration du scoutisme africain. Je suis venu représenter le ministre de la Jeunesse et des Sports pour présider la cérémonie d'ouverture. Et au passage, je souligne que le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Arnaud Modibo Touré, est également le parrain de cette 5e édition. Donc il s'agissait pour moi de venir transmettre les salutations fraternelles du ministre, inviter les jeunes en tout cas à s'impliquer davantage dans les questions qui sont des préoccupations majeures, notamment les questions sécuritaires, notamment les questions des actions civiques et les actions de citoyenneté. Cette 5e édition, qui réunit plus de 500 participants venus du Mali et d'ailleurs, se veut un cadre d'épanouissement et d'intégration de la jeunesse africaine. Elle durera 5 jours dans la capitale malienne. Le camp de Bamako regroupe 500 participants, 500 jeunes à travers toutes les régions du Mali, à l'exception de Kidal et de Ménaka, et d'autres pays africains. La cérémonie d'ouverture a pris fin par un défilé des différentes délégations des scouts et une séance de prière. L'AMCESI, à travers Cheikh Mohamed Makiba, vient d'offrir une pompe d'adduction d'eau à la population de Sidjankoro. Le projet a été réalisé grâce à l'appui de l'ONG Direct Aid. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence des autorités administratives et coutumières de la localité, ainsi qu'une forte délégation venue de Bamako, avec à sa tête Cheikh Mohamed Makiba. Ce joyau d'un montant de 5 millions de francs CFA permettra de résorber le problème d'eau potable dans le village de Sidjankoro. Un ouf de soulagement pour la population, notamment les femmes qui parcouraient plus de 600 mètres à la recherche du précieux sésame. Le travail islamique, il n'y a pas de frontières. Moi, je suis de Ségou, mais ça fait 20 ans. Je suis dans cette zone-là. Même j'ai fait ça en pied, en 92. Maintenant, on a pu construire des mosquées ici, des médecins.
Et aujourd'hui, grâce à nos partenaires de l'Agence des musulmans d'Afrique, on a pu avoir cette pomme-là. La population nous a demandé ça, ça vaut 3 mois, parce qu'il y avait crise d'eau ici, pour avoir de l'eau saine. Donc on a demandé ça à nos partenaires, il s'agit de l'Agence des musulmans d'Afrique. Et rapidement, ils ont répondu à notre appel. Et aujourd'hui, c'est qu'on peut dire, chose promise, chose faite. On a promis à la population de Chijangoro et aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà cette forage. Bon, c'est le bon Dieu qui nous a guidés vers ici. Vers Chijangoro, parce que personne ne peut pas faire tout ensemble. Mais Chijangoro, là, nous, on a fait beaucoup de choses à Chijangoro. Bon, ça, c'est tout ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui nous a guidés vers Chijangoro. Ce forage de 101 mètres a une capacité de production de 1600 litres par heure. Le premier coup de pompe a été donné par Cheikh Mohamed Makiba, venu au secours de la population de Chijangoro avec l'appui de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. Nous sommes partenaires financiers exécuteurs de cette œuvre au village de Chijangoro, parce que Chijangoro est un village, donc il y a crise d'eau, donc la population n'a pas de capacité pour accéder à l'eau potable. Donc grâce à la demande de nos partenaires, Al-Hajj Makiba, qui a également le président du Haut Conseil, grâce à leur demande, à leur étude sur la zone, nous a demandé de faire un forage au bénéfice de cette population. Donc on a vu que c'est nécessaire et que l'ONG n'a pas retardé parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Donc on a amené, on a financé une forêt d'une montant de 5 millions au bénéfice de cette population. Aujourd'hui, moi je suis très content d'avoir ce projet. Vraiment, je remercie Makiba et ses compagnons, l'Association musulmane d'Afrique. Vraiment, ce geste, vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous êtes là depuis le matin, vous avez attendu ce que les avants ont dit. 600 mètres que les avants allaient chercher de l'eau pour amener dans le centre. Alors vous avez vu. Vraiment, à cause de ça, vraiment, je remercie Makiba et ses compagnons. Très heureuse de cette initiative humanitaire, la population de Chijangoro a réservé un accueil des grands jours à la délégation composée des représentants des partenaires techniques et financiers et dirigée par Cheikh Mohamed Makiba. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, déclare soutenir la population kaysienne pour le désenclavement total de la première région administrative du Mali. La déclaration fait suite à la décision de la population de la ville de saisir les plus hautes autorités pour la réhabilitation de l'axe Bamako-Diboli. Statistiquement reconnue sur le plan économique national, la région de Kayi est actuellement confrontée à de multiples problèmes. Pour plus de détails sur la situation, suivons le président du CSDM au micro de Fatmata Kane et Seydou Niari. De notre avis, en notre qualité d'organisation représentative de la diaspora malienne, cette décision de la population kaysienne tombe sous le sens en ce que leur région se trouve actuellement enclavée. Car le chemin de fer, héritage du colonialisme, tout comme l'aéroport construit à coût de centaines de millions de nos francs, sont tous inaccessibles. À nos yeux, ceci nous paraît intolérable. Au regard de l'impact économique important de cette région sur l'économie nationale. C'est dans cette région où se trouvent les principales activités minières contribuant à hauteur de 22% des recettes du budget national. C'est toujours dans cette région où s'exerce 70% des saisines sur les transactions internationales apportant à l'État, à la frontière de Diboli, 18% des recettes douanières. Enfin, il est de l'autorité publique que la part formelle des transferts en provenance de la migration est assez importante et estimée à 15% du PIB. Des études relèvent que le 50% de ces transferts provenant des Kaysiens établis à l'extérieur font 50% du PIB. C'est-à-dire les 800 milliards, les 50% de ces 800 milliards proviennent de la diaspora
venant des cailles. Rien qu'à partir de ces données, il apparaît incompréhensible que cette situation de désenclavement perdure sans aucun début de solution, malgré les nombreuses alertes régulières de populations riveraines. De Kati, Kolokani, Djeni et tant d'autres depuis près d'une année. En ces termes, le CSDM soutient sans réserve la mobilisation de la population dans leur exigence de plus de désenclavement et de plus de considération. En effet, le CSDM s'interroge sur les raisons de la fermeture permanente de l'aéroport Kai Dagdag. Cependant, on a entendu l'ouverture permanente de l'aéroport de Mopti. Je suis de Mopti, j'aimerais bien mon aéroport que soit ouvert, mais l'aéroport de Kai est beaucoup plus utile pour la diaspora malienne, pour l'économie de Mali à l'état actuel. Au regard de tout ceci, le CSDM, l'organisation de la diaspora, soutient fermement ce mouvement et réclame un désenclavement total de la région de Kai par la construction immédiate de la route Bamako-Dakar jusqu'à Diboli. De la même façon, le CSDM réclame et exige la reprise du trafic du chemin de fer en tant que poumon économique des villes et villages au bord de rail. Le CSDM exige enfin l'ouverture sans délai de l'aéroport Kai Dagdag pour faciliter le retour de nos expatriés dans leur territoire d'origine. Je lance un appel solennel au président de la République. Ici au CSDM, je me répète encore une fois, à chaque fois qu'il a été interpellé, il a pris une décision et il a résolu le problème. À monsieur le président de la République, la diaspora malienne vous interpelle par rapport à la situation de Kai. La commission centrale des arbitres de la FEMAFOOT a organisé une session de formation à l'intention des journalistes sportifs sur la modification des nouvelles lois du jeu. C'était le mercredi au siège de la FEMAFOOT à Amdalaï, Assis 2000. Le point avec Boubacar Traoré et Draman Malé avec la voix de Moussa Fomba. Les nouvelles modifications de la loi du football instaurées par la Fédération internationale de football association sont en vigueur depuis le 1er juin dernier et l'instance internationale du football vient d'apporter d'autres précisions sur 8 lois dont la principale à retenir est la faute de main. Les principales reprécisions surtout c'est la faute de main. La loi 12, ils ont reprécisé quand est-ce qu'on peut juger une faute de main sanctionnée et sanctionnable. Et ensuite, les différentes zones de faute, que ce soit, c'est-à-dire que le ballon, une fois seulement que le ballon est sur le terrain, la faute est considérée si on peut avoir coup franc ou pas coup franc. Auparavant, il y avait d'autres considérations, mais cette fois-ci, l'essentiel c'est que le ballon soit seulement sur le terrain du jeu pour qu'il y ait faute. Et l'autre principe aussi, tout le monde, tous ceux qui ont leur nom sur la feuille de match, joueurs, entraîneurs, remplaçants, sont tous considérés dans le même bloc de joueurs. Donc ça aussi c'est une grande précision à donner, puisque eux aussi, quand ils commettent des actes inappropriés, le ballon étant dans le terrain, la reprise est un coup franc. Ça dit que la présence même massive de la presse, vraiment ça nous donne satisfaction. Et on est convaincus, nous, les arbitres, nous sommes convaincus que le grand public sera informé et puis avec la bonne information. Les journalistes se réjouissent de cette initiative. Aujourd'hui, ce que nous avons appris ici, ça va nous permettre de restituer cette connaissance à nos différents auditeurs, à nos différents téléspectateurs et à nos différents lecteurs. Donc, je pense que nous avons appris beaucoup de choses, surtout les modifications liées à certains aspects du jeu, comme la faute de main. Vous savez, de façon générale, la faute de main a toujours été de très façon contestée par tout le monde. Aujourd'hui, je pense que à partir de ce que nous avons appris, on peut retourner dans nos différents organes et informer nos auditeurs ou bien informer nos téléspectateurs ou informer nos lecteurs de ces nouvelles modifications qui vont permettre au public qui n'a pas la chance quand même aujourd'hui de suivre la formation, d'être au même niveau d'information et cela permet d'apporter
beaucoup de fair play dans nos différents stades. A noter qu'à l'instant même, d'autres précisions sont en examen sur les lois du jeu au niveau de l'instance suprême du football. Nous restons avec Moussa Fomba pour le commentaire de l'actualité africaine en bref et en images. Charles Blé Goudé, l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI, a indiqué mercredi avoir reçu à La Haye des émissaires de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié à 1 an de la présidentielle de 2020. L'ancien ministre Maurice Kakou Gikawe, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, principal parti de l'opposition, conduisait cette délégation composée de l'ex-maire du Plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, Noël Akosi Benjo, et du porte-parole du PDCI Narcisse Kwayondri. Selon des analystes, ces consultations pourraient augurer de la création d'un front commun contre l'actuel chef d'État Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle. Personnalité controversée, les détracteurs de Charles Blé Goudé le considèrent comme un de ceux qui ont contribué à la montée de la tension en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale qui a fait plus de 30 000 morts. Au Gabon, la juge qui devait examiner la demande d'expertise médicale pour évaluer la capacité du président Ali Bongo à gouverner après son AVC d'octobre 2018 a été suspendue de ses fonctions. Dans un document daté du 19 août, le secrétaire général du ministère de la Justice a émis une interdiction temporaire d'exercer ses fonctions pour Paulette Akouli, la présidente de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Le document stipule qu'elle s'est illustrée par un refus de respecter la décision de justice rendue le 26 juillet 2019 par la Cour de cassation, attitude qui pourrait être assimilée à un manquement aux convenances de son état de magistrat. Le 12 août, en effet, la Cour d'appel de Libreville, présidée par Paulette Akouli, refuse de se dessaisir de la requête, alors que le 4 mai, un tribunal jugeait irrécevable la requête de l'opposition, assurant que seule la Cour constitutionnelle avait le pouvoir de constater l'empêchement du président Ali Bongo Ondimba à gouverner. C'est pourtant ce que la Cour cassation lui demandait au motif qu'elle serait incompétente pour juger cette affaire d'expertise médicale. Malgré cela, Paulette Akouli fixe une audience pour le 26 août. S'achemine-t-on vers une détente entre l'Ouganda et le Rwanda? Paul Kagame et Yoweri Museveni ont signé un mémorandum d'entente le 21 août à Luanda lors d'un mini-sommet avec le président angolais Joao Lourenço, ses homologues Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de la troisième rencontre de ce type. Le contenu de l'accord demande à chaque signataire de s'abstenir de toute action de nature à déstabiliser ou à subvertir le territoire de l'autre partie, éliminant ainsi tous les facteurs susceptibles de créer une telle perception, tels que le financement, la formation et l'infiltration des forces déstabilisatrices. Les deux pays rivalisent d'accusations. Kigali accuse son voisin d'apporter un soutien logistique à des mouvements hostiles au président rwandais, comme le Rwanda National Congress, RNC, de l'ancien général rwandais Kayumba Nyamwasa, aujourd'hui en exil en Afrique du Sud. De son côté, Kampala accuse régulièrement le Rwanda de tentatives d'espionnage. Le tribunal militaire de Yaoundé a fixé au 6 septembre la date d'ouverture du procès de Maurice Kamto et de ses compagnons. L'opposant camerounais sera jugé aux côtés de plusieurs de ses partisans pour insurrection et hostilité contre la patrie. Arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, Maurice Kamto avait été arrêté aux côtés de 150 personnes à la suite d'une manifestation le 26 janvier 2019 à l'appel de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, qui considérait la victoire de Paul Biya au pouvoir depuis 1982 comme un hold-up électoral. Les avocats de l'opposant ont fait appel contestant la compétence du tribunal militaire au motif que cette juridiction ne peut pas juger des civils. La cour d'appel ne s'est pas encore prononcée. Les avocats de Maurice Kamto et de ses partisans ont saisi début avril le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies.
Face aux forces du maréchal Khalifa Haftar qui contrôlent l'Est libyen, les troupes loyales au gouvernement libyen d'union nationale basées à Tripoli auraient regagné des positions au sud de la capitale. Les affrontements ont fait 20 morts et des dizaines de blessés selon le gouvernement d'union nationale. Les forces pro-Haftar ont, elles, affirmé mercredi sur Facebook avoir repoussé l'offensive du gouvernement d'union nationale et infligé d'importantes pertes aux milices ennemies sans fournir de précision. Les combats qui ont éclaté aujourd'hui étaient violents, a indiqué Mustafa Al-Meji, porte-parole du gouvernement d'union nationale, faisant état de 20 morts et des dizaines de blessés parmi les forces pro-Haftar et de 7 morts du côté des forces du gouvernement d'union nationale dans les affrontements à Esbea, une localité à 40 km au sud de Tripoli. Selon un dernier bilan publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés et poussé 120 000 personnes à quitter leur foyer depuis avril. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.